à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour notre première table ronde, notre première Open Agora organisée par Nous Demain, dont la thématique sera ciblée sur le travail, tous les enjeux autour du travail aujourd'hui, et notamment le travail, la manière dont le droit du travail, dont les conditions de travail vont évoluer, et surtout face à cette crise et face au licenciement, au chômage qui va en résulter et à la précarité qui est en train d'augmenter dans notre pays, mais aussi dans beaucoup de pays du monde, quelles seront les nouvelles protections ou les nouvelles régulations qu'il va falloir imaginer. Alors aujourd'hui, on a une table ronde. Donc moi, je suis Émilie Cariou, députée de la Meuse. C'est moi qui animerai cette table ronde. Je suis membre du groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité et membre bien évidemment de ce mouvement qui a vocation à se transformer en parti politique qui est Nous Demain, qui est un mouvement très ouvert sur la société civile et sur tous les débats de société qui agitent en tous les cas notre société aujourd'hui. Alors, autour de moi aujourd'hui, pour discuter des enjeux face donc aux nouvelles protections et régulations qu'il va falloir mettre en place, j'ai Noam Léandri, qui est président de l'Observatoire des inégalités. Bonjour. Sabine Bernard, bonjour Noam. Sabine Bernard, qui est avocate spécialisée en droit du travail et qui nous fera part de sa riche expertise dans la matière. Pascal Loquiec, qui est professeur en droit du travail aussi à la Sorbonne, et on le remercie d'être là. Il pourra nous mettre en perspective notamment les réglementations et vers où il faudrait qu'on tende. Et puis Inde El Idrissi, qui est fondatrice du syndicat indépendant, qui notamment chapeaute le droit des indépendants, les auto-entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. Elle nous donnera son sentiment sur ce segment de l'économie qui est peut-être moins bien représenté et donc parce que très disséminé. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir un témoignage provenant de ces entreprises-là. Alors, avant de débuter nos débats, je vous indique que nous avons travaillé un certain nombre de propositions avec les membres de Nous Demain pour justement imaginer comment améliorer le droit du travail, le dialogue social, la rémunération des salariés dans notre pays. Et donc, nous avons travaillé à une dizaine de propositions que nous allons mettre en ligne pour un sondage sur lequel chacun pourra s'exprimer, donc qui sera disponible sur tous nos réseaux sociaux. Et donc, je vais vous indiquer déjà avant de lancer la table ronde, les mesures qu'on va mettre, nous, dans le débat public sur ces sujets-là. Alors déjà, la première mesure consiste à créer un droit au service civique indemnisé au niveau du SMIC, puisqu'on voit là, les services civiques sont en train de se développer, et donc on voudrait faire de ce service civique une première expérience autonome pour les jeunes, mais ça veut dire qu'il faut quand même une vraie rémunération. La deuxième proposition, elle consiste à assurer une progression salariale pour ne pas passer toute sa carrière au SMIC. En organisant un Grenelle des accords de branche, par exemple. Alors, peut-être que c'est comme ça. Est-ce qu'il faut passer par les branches? Est-ce qu'il faut passer par la loi? En tous les cas, cette idée, elle est venue du constat que l'année dernière et l'année d'avant, au moment de la crise des Gilets jaunes, on avait beaucoup de personnes qui avaient du mal à joindre les deux bouts, on va dire, alors qu'ils travaillaient, qu'ils avaient un travail. Et je pense que cette France des Gilets jaunes, c'est aussi une France des salaires très bas, des bas salaires. Ça fait 15 ans dans notre pays, les salaires sont bloqués. On ne veut plus parler de progression salariale avec le patronat. Donc, nous, on pense qu'il faut parler progression salariale. La troisième proposition, c'est rénover le dialogue social dans les entreprises. Et notamment, on souhaiterait que les salariés soient plus présents, peut-être par tirage au sort, ou peut-être par représentation syndicale, mais en tous les cas, que les salariés soient plus présents au conseil d'administration. La quatrième proposition, c'est relancer la représentation syndicale en réservant alors je pense que là, je n'ai pas la bonne liste parce que je ne suis pas d'accord avec la quatrième proposition. On va la corriger avant de la diffuser. La cinquième proposition, c'est créer un délit de discrimination raciale dans l'emploi. Donc là, ça veut dire qu'on aborde les sujets de discrimination dans les entreprises et notamment sur les sujets de rémunération, de déroulement de carrière.
donc essayer de mettre fin à toutes les discriminations, comme les discriminations entre les femmes et les hommes. La 6e proposition, c'est ouvrir 5 millions d'emplois fermés aux étrangers, à commencer par la fonction publique, qui peut recruter aujourd'hui les étrangers en CDD, mais pas en fonctionnaires titulaires. Alors ça, on se rend compte que dans certains métiers, je dirais que tout le monde serait gagnant à ce qu'on puisse ouvrir certains métiers à des gens qui n'ont pas forcément la nationalité française, mais qui sont installés en France de façon pérenne. La 7e proposition, c'est instaurer des quotas minimums de femmes dans les instances collégiales des entreprises. Ça, c'est donc les COMEX et les CODIR. Donc ça, on est sur les sujets de non-discrimination là aussi. La 8e proposition, c'est conditionner les aides publiques aux entreprises qui respectent l'égalité entre les sexes, qui respectent l'environnement et n'ont pas de compte dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'est toutes les conditionnalités qu'on peut mettre aux aides publiques et ce sera un des enjeux de la discussion de la loi de finances de cette année et du plan de relance, puisque là, on va déverser beaucoup d'argent public et nous, on souhaiterait que certaines conditions soient mises à cet emploi d'argent public. La 9e proposition, c'est encadrer les écarts de rémunération au sein d'une même entreprise. Ça, c'est un peu un serpent de mer qui revient régulièrement. Est-ce qu'on doit faire une fourchette de rémunération au sein des entreprises, sachant qu'on peut-être Noam pourra développer là-dessus, mais ce qu'on observe quand même depuis 20 ans, c'est un accroissement des inégalités et notamment au point de vue salarial. Et enfin, la 10e proposition et dernière, c'est donner un pouvoir de veto des représentants des salariés dans les conseils d'administration lorsque les décisions affectent la pérennité de l'entreprise. Alors là, pourquoi on dit ça? Parce que quand on voit des cas comme Bridgestone, comme un certain nombre d'entreprises industrielles qui se font dépecer, qui se font racheter par des fonds, qui laissent l'outillage industriel se périmer pour après dire qu'il faut fermer l'entreprise parce qu'elle n'est plus assez rentable, on se rend compte que souvent les salariés ont alerté, se rendent compte de ce qui se passe. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus de démocratie sociale au sein des conseils d'administration et que les salariés, ils sont responsables de leur propre sort aussi et on souhaiterait leur donner plus de pouvoir. Donc voilà les propositions qui seront sur la table et qui seront donc accessibles en ligne et sur lesquelles chacun pourra s'exprimer. Alors, donc, nos intervenants pourront bien évidemment rebondir à certaines de ces propositions s'ils les trouvent intéressantes. Alors, on va démarrer la table ronde avec Noam Léandri, qui est président de l'Observatoire des inégalités. Alors, peut-être, Noam, toi, tu es très bien placé pour justement nous donner un état des lieux aujourd'hui, alors non seulement des inégalités, mais aussi de l'accroissement de la pauvreté et peut-être on a lu là au cours de l'été beaucoup d'articles qui décrivent qu'en fait des ménages qui étaient dans la précarité sont en train de sombrer dans la pauvreté. Donc est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, sachant que cette crise sanitaire que nous venons de vivre, elle est en train de se décliner en crise économique et sociale. Les plans sociaux sont à venir. Ils sont en cours, on commence à les déceler, à les recenser. Et donc tout ça va. Enfin, il y a eu déjà là beaucoup de chômeurs en plus au deuxième, troisième trimestre. Mais je pense que ça va continuer encore en début d'année 2021 parce que tout ce qui nous remonte est assez inquiétant. Et donc, Noam, est-ce que tu peux nous dresser déjà un panorama justement des inégalités aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui est en train de se passer plus spécifiquement pendant cette crise? Et quels sont, selon toi, peut-être les remèdes d'urgence à mettre en place? Merci de me permettre d'intervenir sur ce sujet. Je pense qu'il est particulièrement important et intéressant en ce moment parce qu'on est effectivement un peu à la croisée des chemins. On va sortir d'une période d'urgence pendant laquelle beaucoup d'entreprises ont été maintenues un peu sous respirateur, hein, et donc l'économie est encore aujourd'hui un petit peu anesthésiée. Et c'est vrai qu'on est face à une vague probablement de chômage et de pauvreté qui va s'en suivre, qui est devant nous. Et il est important de voir d'où est-ce qu'on part, hein, faire un peu l'état des lieux aujourd'hui. C'est quoi le monde du travail et qu'est-ce qui l'a impacté et ce qui pourrait être mis en place ou par rapport à la vague de chômage qu'on va connaître probablement dans les prochains mois. Alors moi, du coup, je structurerai mon propos de cette manière. Hein. D'abord, parler un peu de l'état des lieux. Il y a 3 phénomènes nouveaux quand même sur le marché du travail, hein, du point de vue de l'Observatoire des inégalités. On a connu un phénomène de travailleurs pauvres qui, depuis 10 ans, 15 ans, a progressé. C'est quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire qu'on peut très bien être en emploi et en même temps être pauvre.
à la fois parce que les salaires sont peut-être parfois trop faibles, mais également parce que le temps de travail est découpé en petits temps partiels, qui ne donnent pas les moyens d'avoir un salaire correct, complet sur l'ensemble du mois ou de l'année. Et puis aussi des formes de travail, des formes d'emploi qui sont précaires, des CDD, l'alternance de CDD, d'intérim, et tous ces petits emplois qui parfois sont mal payés, et bien, ça crée le fait qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont au travail, mais malgré tout pauvres, donc sous le seuil de pauvreté. Et c'est un phénomène quand même assez inquiétant sur lequel la prime pour l'emploi va permettre de résorber une partie de ce phénomène. Hein. C'est effectivement l'augmentation d'une prime pour l'emploi, mais ça ne résout pas le problème à l'origine, c'est-à-dire l'emploi est découpé, peu rémunéré parfois, et donc c'est pas l'employeur qui assure à son salarié un revenu suffisant pour vivre. Ça c'est ça, là, vraiment la théorie. Aujourd'hui, c'est l'État qui doit pallier finalement un marché du travail très découpé et pas forcément correctement rémunéré. Le deuxième phénomène aussi qui est assez inquiétant, c'est que malgré la baisse du chômage qui avait été entamée depuis 2015, parce que ça fait maintenant 5 ans derrière nous, hein, jusqu'à ce que la crise sanitaire arrive, il y avait quand même, il faut le souligner, une baisse du chômage. Les données de l'INSEE le montrent très bien. Et malgré tout, la pauvreté, le taux de pauvreté n'a pas diminué. Le nombre de pauvres n'a pas diminué. Et même au contraire, en 2018, il a progressé de 250 000 personnes de plus qui ont basculé dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, baisser le chômage, ça ne veut pas dire baisser la pauvreté, ça ne veut pas dire augmenter les revenus. Et ça, c'est très inquiétant. Il y a un découplage complet, c'est parce qu'on a finalement un phénomène peut-être de personnes qui sont forcées de prendre un emploi pas suffisamment bien rémunéré parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils basculent dans les minima sociaux, sinon, et les minima sociaux sont en dessous du seuil de pauvreté, il faut le rappeler. Aussi bien le RSA pour tous ceux qui n'ont aucun autre filet, ou pour l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, pour les chômeurs en fin de droit, mais qu'il faut déjà avoir travaillé quand même pour pouvoir avoir le droit à cette allocation. Et ces deux minima sociaux que je cite sont en dessous du seuil de pauvreté. Et la précarité de l'emploi, ça se mesure aussi par le fait que 80% des recrutements sont aujourd'hui en CDD et non pas en CDI. Et donc ça, on sait très bien qu'ensuite, ça engendre plein de difficultés pour acheter un logement ou même pour le louer, pour l'accès à différentes choses. Le fait d'être en emploi précaire, ça a des conséquences. Et le troisième phénomène que je voulais évoquer, c'est le chômage de longue durée. On a plusieurs millions de personnes qui sont depuis plus de 2 ans au chômage déjà et qui ont le plus de mal à en sortir. Ce sont généralement des personnes qu'on appelle seniors ou qu'on dit avec un mot que j'aime pas trop, mais non employables ou qui ont une employabilité plus faible. J'aime pas tout ce mot-là, mais en fait, c'est juste le niveau de qualification. On a supprimé tous les jobs en France qui étaient avec peu de qualifications et on n'a plus que des emplois maintenant très qualifiés, extrêmement qualifiés. Et donc forcément, ça crée qu'une partie de la population, il faut se souvenir qu'aujourd'hui, dans la population française, il n'y en a qu'un tiers qui a un bac et dans les nouvelles générations, on n'a que la moitié qui ont un bac. Donc il ne faut pas imaginer qu'aujourd'hui, tout le monde est super diplômé et donc devrait pouvoir basculer sur des métiers de cadre. Ce n'est pas le cas. Il y a encore des personnes très peu diplômées et donc il faut quand même leur fournir des activités, des emplois. Donc ça, c'était le panorama, alors qui n'est pas hyper reluisant, je le reconnais. Et malgré ça, malgré le fait qu'on était déjà dans une situation quand même assez critique, on bascule aujourd'hui dans une crise sanitaire qui va se doubler d'une crise économique et sociale majeure. C'est assez évident. Pôle emploi a accueilli 1 million de personnes de plus dans ses inscriptions à la fin du confinement. Ils s'attendent d'en avoir encore au moins 1 million supplémentaires qui vont s'inscrire. Il est assez probable que ça va se traduire immédiatement en termes de pauvreté par une augmentation équivalente. On pourrait tabler facilement sur 1 million de pauvres supplémentaires en courant 2020 ou 2021. Et donc, ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de pouvoir traiter le phénomène. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. Je me souvenais qu'à une époque, il y avait beaucoup plus d'emplois aidés qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est une solution? Ça reste à creuser. En tout cas, il y a eu des emplois jeunes aussi, il fut une époque. Hein, je crois que ça revient régulièrement dans le débat parce qu'effectivement, ça c'est une deuxième conséquence de la crise, c'est qu'il y a une génération de jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, qui vont se sentir sacrifiés parce qu'ils vont avoir de grosses difficultés à être recrutés. Les employeurs sont plutôt en train de réfléchir à comment réduire la voilure que plutôt à augmenter le nombre de recrutements. Donc ça va être très très dur probablement pour les nouveaux entrants.
Alors cela dit, il faut pas, les jeunes ont encore l'avantage quand même de se dire qu'il y a d'ici 1 an ou 2, la situation va s'améliorer et donc pourront retrouver un emploi. À l'inverse, les seniors qui perdent leur emploi aujourd'hui, il y a de toutes les chances que d'ici 2 ans ou 3 ans, ils ne retrouvent jamais rien. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un effet d'hystérèse, qu'on appelle l'hystérèse, c'est d'inertie. C'est-à-dire une fois qu'on est basculé dans le chômage, 1 année ou 2, passé un certain âge, c'est très difficile de convaincre un employeur de nous recruter. Et puis enfin, troisième phénomène, c'est la baisse des revenus de beaucoup de travailleurs, et notamment les travailleurs indépendants. Je crois qu'on a une représentante autour de la table virtuelle aujourd'hui qui pourra l'illustrer, mais tous ceux qui vivent finalement de leur travail sans être salariés, ils sont face à une baisse de leur chiffre d'affaires et donc vont se retrouver dans des très très grosses difficultés parce que même si c'est un prêt garanti par l'État, il faudra le rembourser un jour ou l'autre. Et ça permet de tenir, mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Alors, et je vais conclure là pour laisser le temps un peu à d'autres intervenants, mais il faut voir aussi, effectivement, il y a un phénomène que j'ai oublié d'expliciter, c'est l'augmentation des inégalités de revenus. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi un grand patron gagne des millions d'euros, et alors que ceux qui produisent, qui fabriquent, qui font qu'il y a de la richesse qui soit produite dans le pays, sont payés effectivement beaucoup plus au niveau du SMIC. Il y a une forte inégalité maintenant entre des revenus entre le management et puis le personnel d'exécution. Il faut se rappeler, c'est juste en termes de conclusion, c'était Platon dans les lois, donc ça remonte quand même à l'Antiquité grecque, disait dans une cité, il ne faut pas qu'il y ait un écart de plus de 1 à 5 entre les plus aisés et les plus modestes, parce que sinon, il n'y a pas de cohésion sociale. Après, il y a eu Henry Ford qui disait au sein d'une même usine, il ne faut pas qu'il y ait un écart de plus de 1 à 20 entre le patron de l'usine et l'ouvrier, parce que sinon, il n'y a plus de cohésion sociale. Ensuite, c'est un banquier américain, je crois que c'est Morgan Stanley, mais j'ai un doute, il disait un écart de 1 à 50, au-delà, c'est vraiment exagéré. Mais sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que même si je prends une entreprise française du CAC 40, l'écart de revenus entre le patron et l'ouvrier, il est plutôt de 1 à 1000. Et ça, effectivement, si déjà il y a quelques centaines d'années où des millénaires ont trouvé que c'était insupportable, il y a encore plus de raisons qu'aujourd'hui ça le soit. Voilà, j'arrête là et après on pourra répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Noam. Alors, c'est très intéressant ce que tu nous décris là, et notamment le phénomène d'être dans l'emploi et en même temps être pauvre. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, la seule politique économique qui est poussée par l'exécutif et par la majorité, donc, c'est vraiment une politique comment dire, on veut booster l'économie pour créer l'emploi et répondre à tous les maux de notre société par de l'emploi. Mais en fait, on ne se préoccupe pas tant que ça de la qualité de l'emploi, notamment sur l'encadrement des salaires, tout ça. Et ça, il n'y a rien du tout, aucune contrainte n'est envisagée. Et je pense que, en fait, le problème, et c'est aussi pour ça qu'une partie des députés dont je fais partie, et Aurélien, Delphine Bagary aussi, Alban Gaillot, on est parti aussi d'en marche parce qu'on n'avait plus cette réponse-là. C'est-à-dire que l'aspect protection, notamment protection des plus faibles, était complètement absent de la politique. Et notamment, je pense que le fait de vouloir uniquement dire il y a des inégalités sociales, il faut donner accès à l'excellence à chacun, l'égalité des chances, c'est une partie de la réponse, mais aussi protéger, c'est donner à chacun la possibilité de vivre dignement. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça a été oublié dans la politique qui a été menée. Alors, donc on reviendra après, peut-être avec les questions, notamment du public, sur ce que tu viens de dire et toutes ces informations que tu nous as données, notamment sur la hausse du chômage. Donc maintenant, je vais donner la parole à Savine Bernard, donc, qui est avocate en droit du travail, qui va pouvoir peut-être nous donner une expérience très concrète d'application des dernières réglementations, des assouplissements du droit du travail, des encadrements notamment des indemnités de licenciement, et qu'elle nous donne un peu un retour justement du vécu, de la réalité aujourd'hui que vivent les salariés en France. Donc, Savine Bernard, je vous donne la parole. Merci. Ouais, moi, je voulais parler de 2 choses qui sont, montrer la question des incidences du barème Macron, parce que ça a quand même une mesure phare, on va dire, et la question le lien avec la question de diminution du contentieux. Et vous allez voir qu'on va arriver aux mêmes problématiques, à savoir la question de la fracture sociale et de la fracture territoriale. Alors, sur la question des barèmes Macron,
Bon, je vais juste reprendre des trucs un peu techniques pour qu'on reprenne qu'on comprenne la portée. Je rappelle qu'avant les barèmes, en gros, si un salarié avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, il avait un minimum de 6 mois de salaire de dommages et intérêts pour un licenciement abusif, il n'avait pas de maximum. Et par contre, dans les petites entreprises, on prenait bien en compte la taille de l'entreprise, il n'y avait pas de minimum, et là non plus, il n'y avait pas de maximum. Alors, dans l'idée qui a été véhiculée sur la mise en place des barèmes Macron, on disait 2 choses. C'est 1, il faut sécuriser les petites entreprises, et 2, plafonner un risque. Alors, déjà, la question de plafonner le risque, c'est très, très particulier parce qu'on vient vous dire il faut plafonner un risque sur une injustice. Hein, parce que je rappelle que le barème n'est là que pour limiter la réparation uniquement quand le licenciement est abusif, sans cause réelle et sérieuse. Donc, déjà, la question de plafonner une injustice est quand même un peu spécifique. Mais moi, ce qui m'intéressait, et il y a une étude qui a été faite, hein, c'était de voir concrètement qui est touché, et nous d'ailleurs on le voit dans nos cabinets, quelles incidences ça a pour qui et quelle était la réalité avant devant les tribunaux. Est-ce qu'on obtenait tant que ça des milliers et des cents, et est-ce que la mise en place des barèmes a une incidence ou n'en a pas, et si elle en a une, qui est touché. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les grilles, mais en gros, en fait, il y a une étude qui a été faite, qui est une étude de la chancellerie de 2014 sur 404 arrêts, qui avait étudié concrètement quel était en moyenne le mois de salaire obtenu par les salariés sur des licenciements, encore une fois, abusifs. Et ça permet de comparer, si on regarde les barèmes Macron, et il y a un article qui a été fait dans la RDT par une chercheuse au CNRS qui s'appelle Evelyne Cerverin, et on voit bien en comparant les deux qui a été impacté. Et en gros, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, alors, je ne vais pas donner toutes les grilles, mais par exemple, on va mettre sur plus de 10 à 15 ans d'ancienneté, le plafond maintenant, barème, est à 13, et avant, en moyenne, on obtenait 11,6 mois de salaire. Donc, on peut se dire que ce n'est pas si délirant que ça, on reste dans la moyenne. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait quand même 21% des affaires où les salariés obtenaient au-delà de 2 ans de salaire. Alors si on regarde en dessous, de 2 à 5 ou de 5 à 10, on voyait que le pourcentage au-delà des barèmes est assez bas, on était à 5-6%. Et en fait, on voit que de 15 à 20, il y avait 25% qui obtenaient au-delà de 2 ans, donc au-delà des barèmes, et de 20 à 30, 50% dans les affaires qui obtenaient au-delà de 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ceux qui sont impactés par les barèmes, ce sont ceux qui ont plus de 10 ans d'ancienneté, et vraiment très, très fortement impactés, ou dans ces cas-là, et en fonction des dossiers et de la taille de l'entreprise, parce que c'est pris en compte par les juges, eh bien, les juges n'hésitez pas à accorder des dommages et intérêts élevés, parce que ça peut chiffrer très, très vite. Surtout si vous êtes à 50 ans et très loin de l'âge de la retraite, quelque part, votre préjudice est plus élevé que si vous avez dans un an, vous avez tous vos trimestres et vos retraites à taux plein. Et là, les juges, donc on voit bien que les barèmes visent à impacter ceux qui ont le plus d'ancienneté et qui sont les plus âgés. La question, c'est est-ce que, comme l'idée a été véhiculée, est-ce que ça a vraiment protégé les petites entreprises? Et c'est qui? Parce que c'est le discours pour justifier le barème. Mais ce qui était fascinant, c'est qu'on entendait le MEDEF tenir ce discours pour les petites entreprises. Et la réalité, si on regarde la réalité des condamnations avant les barèmes dans les petites entreprises, c'est que c'était en moyenne, pour moins de 2 ans d'ancienneté, 4,1 mois de salaire, plus de 2 ans d'ancienneté, c'était 5,7 mois. Donc, on n'était pas du tout sur des grosses condamnations. Parce que c'est normal, hein, c'est structurel, il faut bien comprendre. Le prud'homme, c'est des patrons des salariés. Donc, la condamnation, c'est déjà une solution de compromis, et ils prennent bien évidemment en compte la taille de l'entreprise. Et en appel, c'est la cour d'appel, c'est des magistrats issus de l'ENM. Je veux dire, c'est pareil, ils prennent en compte la taille de l'entreprise. Je veux dire, ce n'est pas des révolutionnaires par nature. Donc, on avait la taille de l'entreprise était déjà en réalité prise en compte. Donc, ce qu'on voit, et alors les petites entreprises, ce qui est incroyable, c'est qu'avec la mise en place des barèmes, elles ont récupéré pour les plus de 2 ans d'ancienneté un minimum de 3 mois qu'elles n'avaient pas avant. Donc, au final, parce qu'avant, il n'y avait pas de minimum, elles se retrouvent avec un minimum de dommages et intérêts qu'elles n'avaient pas avant pour les salariés qui ont plus de 2 ans d'ancienneté. Et on voit que la réalité des condamnations était extrêmement faible. Donc, en fait, ceux qui sont les bénéficiaires des barèmes, c'est les grosses entreprises, pour les salariés qui ont plus d'ancienneté et le plus âgés. Donc, c'est quand même une réalité par rapport à l'objectif affiché que je trouve assez sidérante. Nous, concrètement, quelles incidences ça a dans nos cabinets? Eh bien, les gens qui ont une très faible ancienneté, avant, quand il y avait plus de 2 ans d'ancienneté, ils avaient le minimum de 6 mois
de salaire de dommages et intérêts. Et donc, s'ils avaient 2-3 ans d'ancienneté et un licenciement abusif, après un mois de salaire, s'ils avaient mis 200 € de salaire, ils pouvaient payer un avocat un mois de salaire en disant qu'ils allaient récupérer 6 mois. Mais maintenant, si vous avez payé un avocat un mois de salaire et qu'à 2 ans, vous avez un maximum à 3,5, voilà, avec plus la lenteur des procédures, c'est tous ces gens-là qu'on voit et qui ont des licenciements injustifiés ne peuvent pas saisir les tribunaux parce que leur avocat leur coûte trop cher par rapport à ce que potentiellement ils peuvent récupérer s'ils n'ont des demandes que sur la rupture, sachant que sur les exécutions du contrat, depuis plusieurs années, on ne fait que raccourcir les prescriptions. Hein. Donc, autant les supplémentaires à une époque, on pouvait demander sur une longue période, maintenant on est sur plus grand-chose. De non-droit, on a notamment dans les petites entreprises et les grosses entreprises, les petits salariés, les salariés qui ont faible ancienneté, ce sont des salariés qui ne vont pas aller contester. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'injustice, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens d'aller contester. Donc on a ce développement des zones de non-droit. Et ça, je voulais le mettre en parallèle avec un état des lieux des contentieux sur les CPH qui a été fait toujours par Evelyne Serverin là, du CNRS, directrice de recherche au CNRS. Et c'est extrêmement intéressant qui étudie l'évolution dans le temps des profils des salariés demandeurs d'emploi, des salariés qui saisissent les conseils de prud'homme, et extrêmement court, on va dire 2 choses. Dans le temps, en fait, on voit, l'étude est faite sur de 2004 à 2018, et on voit que la part des salariés âgés augmente. Alors, je peux donner les chiffres, mais je ne sais pas, j'ai peut-être un peu trop de temps, mais en fait, on voit les moins de 30 ans en 2004, ils représentaient 22% des demandeurs de contentieux, et ils passent à 14%. Ça veut dire que c'est tous ceux-là qui sont éjectés de la justice. Ça veut dire que c'est tous ceux-là n'ont plus les moyens d'aller obtenir réparation. Et à l'inverse, on voit les plus âgés, c'est logique parce que vous avez une forte ancienneté, plus vous avez potentiellement la possibilité, vous pouvez, le coût du prix de la procédure et d'un avocat par rapport à ce que vous pouvez espérer récupérer, fait que vous pouvez mener le procès. Et on voit donc à l'inverse que les plus de 50 ans sont passés de 18% à 25%. Donc on a un contentieux de personnes beaucoup plus âgées. Ça, c'est un des phénomènes. L'ancienneté étant comme un capital dans une entreprise. Et on voit qu'on a une augmentation des pourcentages des cadres. C'est pour ça que je dis que ça reflète vraiment aussi la crise sociale. C'est-à-dire qu'on a un contentieux qui devient un contentieux de riches. Disons les choses telles qu'elles sont. Les cadres, en 2004, ils étaient à 24%, 24% des cadres licenciés qui saisissaient, et on est en 2017 à 36%. Et à l'inverse, les non-cadres diminuent. Donc, on voit la vraie fracture sociale dans l'accès à la justice. Et on voit la fracture territoriale avec une concentration du contentieux. En 2004, on avait un quart des contentieux qui traitaient plus de 1000 affaires. Et en 2017, en gros, il n'y a plus que 9 prud'hommes, ça fait 13% des prud'hommes, que 9 qui traitent plus de 1000 affaires. Et ça veut dire qu'en fait, on a une gentrification sur les gros bassins d'emploi. C'est vrai que je dis, pour moi, je trouve que ça renvoie vraiment à la question aussi la question des gilets jaunes. On voit la fracture territoriale dans l'accès à la justice, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne saisissez pas les tribunaux que vous n'avez pas subi l'injustice. Ça veut dire que vous la subissez, mais que vous n'arrivez pas à accéder aux tribunaux. Donc voilà, je trouvais que c'était c'était important de mettre ces 2 données d'appréciation de la réalité. Pour moi, cette diminution du contentieux et le changement de profil des personnes qui peuvent aller se bagarrer sont le reflet d'une augmentation d'un sentiment d'injustice, puisque ça reflète tous les gens qui n'accèdent pas aux tribunaux. Voilà, peut-être je vais m'arrêter là, parce que je pense que si je parle d'un mot du motif économique, ça va faire trop. Voilà. Bon, merci beaucoup, Savine. Alors, effectivement, moi, je confirme que ces assouplissements, enfin, cette réglementation, cet encadrement des indemnités, et notamment prud'homales, elle était réclamée par les représentants des PME, les représentants du MEDEF, mais aussi des syndicats professionnels plus spécifiques PME, puisque moi, je me souviens très bien, et même avant Macron, qu'ils passaient leur temps à nous dire mais vous pouvez nous faire toutes les baisses de fiscalité, on n'embauchera quand même pas parce qu'on a trop d'incertitudes, on ne peut pas adapter le personnel
à notre activité, à la fluctuation de l'activité, on a trop de risques, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir justement ces statistiques pour se rendre compte de la réalité des PME avant et après la mesure. Déjà, finalement, ça rend beaucoup moins opérant l'argument principal qui était présenté à l'époque. Et sur cette fracture territoriale, là aussi, c'est très intéressant. Et je pense que ça peut aussi nous inciter, nous, à nous rapprocher aussi des différents syndicats pour essayer de pousser des solutions ensemble. Parce qu'il faut à un moment donné, eux aussi ont leur responsabilité à tenir dans cette fracture territoriale et sociale de l'accès à la justice et à la justice prud'homale. En tous les cas, merci pour ce premier exposé. Donc maintenant, je vais donner la parole à Pascal Louquiec, qui est donc professeur en droit du travail à la Sorbonne et qui va peut-être nous permettre aussi de prendre un peu de recul justement sur les tendances là, qu'on a données au droit du travail depuis plusieurs années et même peut-être avant 2017 déjà, et ce que ça impacte et peut-être lui la manière dont il voit les choses sur le salariat de demain. Donc Pascal, je vous laisse la parole. Merci. D'abord, merci pour votre invitation. Je ne connaissais pas les réflexions de votre mouvement en matière de travail et ailleurs d'ailleurs, mais certains des points que vous avez évoqués regroupent ceux que je comptais aborder. Alors, parmi les enjeux clés que je vois pour le travail de demain, j'en citerai 4. Je précise que les 4 points que je vais aborder, on les a développés dans un ouvrage avec Dominique Méda et Eric Heyer, qui s'appelle « Une autre voie est possible » et qui est publié chez Flammarion. Petite publicité. Alors, les quatre points que je comptais aborder, le premier, c'est premier impératif, c'est adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Toute l'évolution du droit du travail de ces dernières décennies, malheureusement, consiste à faire qu'on demande à l'homme, ou à la femme évidemment, de s'adapter au travail et pas l'inverse, ce qui fait que l'économique et le financier ont progressivement primé sur le social et j'ajouterais aussi sur l'écologique. Et je trouve que la terrible crise que nous vivons a au moins un point positif, disons, sur le regard qu'on peut avoir sur le travail, c'est que cette crise a montré l'importance absolument cruciale du travail d'ailleurs concret, hein, pas forcément de celui des personnes qui font de la spéculation, mais on a parlé des travailleurs de première ligne. Donc ça nous a bousculé sur la vision du travail qui s'était progressivement imposée au fil des années. Et je crois que la protection des salariés, c'est absolument fondamental et que cette crise l'a bien montré. Si on veut exister en France sur le marché mondial, c'est pas en concurrençant la Chine ou l'Inde sur le prix des biens et des produits. Vous avez parlé à un moment de la qualité. Je crois qu'effectivement que la France doit se placer sur le terrain de la qualité du travail, la qualité de l'emploi, la qualité des services, la qualité des biens et des produits. Et c'est pas en bradant les protections des salariés qu'on arrivera à produire des biens et des services de qualité. Donc, voilà. Premier point, hein, il faut absolument donner toute sa place à un principe qui existe d'ailleurs dans le Code du travail et qui s'appelle le principe de l'adaptation du travail à l'homme. Alors, si je dis encore un mot sur ce point, il peut y avoir des propositions sur ce terrain-là. Bon, d'abord, Savine l'a développé et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Hein. Tout ce qui consiste à faire reculer les protections de l'emploi et notamment le barème des indemnités de licenciement, c'est tout à fait redoutable sur ce plan-là. Un salarié qui sait qu'il peut être licencié très facilement du jour au lendemain parce qu'il suffira d'un calcul économique, d'un bilan coût-avantage pour être licencié, est-ce que c'est un salarié qui va s'investir dans l'entreprise? On a des études, notamment au Royaume-Uni, qui montrent que ce n'est pas le cas, ce n'est pas sous la pression qu'on va être plus productif. Autre point qui est pour moi une source d'inquiétude par rapport aux évolutions récentes, c'est la disparition du CHSCT. Vous savez, le CHSCT, c'était une instance
propre aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité qui a malheureusement disparu, là encore, dans une logique de simplification, mais derrière, il y avait certainement une logique aussi de réduction des coûts. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point très important, vous l'avez évoqué dans votre introduction, c'est préserver le salariat. Préserver le salariat, c'est-à-dire deux choses. Un, faire bien attention à ce qu'on n'ait pas trop de gens qui sortent du salariat pour aller vers le travail indépendant. Je ne suis pas du tout en train de faire une hiérarchie entre ces deux formes de travail. L'un est aussi bien que l'autre. Simplement, toute personne qui est en situation de subordination doit être dans le salariat. Et là, on a une vraie inquiétude qui est relayée aussi par le législateur sur les travailleurs des plateformes. Je crois qu'on n'a pas fini. La charte est un dispositif qui est très insuffisant. Et il faut aller bien au-delà. Il faut aller, à mon avis, vers un statut, un véritable statut, pas simplement une charte, pour les travailleurs des plateformes. Deuxième volet de cet impératif de préservation du salariat, il est un peu plus complexe. Ça consiste à rendre le salariat plus attractif. Quand on parle aux jeunes d'aujourd'hui, ça m'est arrivé, on sent bien que le salariat a quelque chose d'un peu repoussant pour beaucoup d'entre eux. Parce que c'est l'idée d'être subordonné. Et ça n'a pas bonne presse, ce n'est pas la mode. Cette idée d'être son propre patron, ça attire. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu à développer l'autonomie dans le salariat. Ce n'est pas un gros mot, l'autonomie, absolument pas. Et d'ailleurs, dans les enquêtes, on voit que les salariés français se plaignent de ne pas être assez autonomes. Et quand je dis être autonome, ça ne veut pas dire être juridiquement indépendant. Ce n'est pas la même chose, l'indépendance et l'autonomie. Il y a une vraie réflexion à avoir dessus, et je vais vous donner deux exemples concrets. Premier exemple, donner plus de place à la capacité d'initiative des salariés pour définir leurs horaires, leur lieu de travail. Par exemple, sur le télétravail, qui est devenu un enjeu considérable aujourd'hui, il y a une petite avancée, mais une avancée certaine. Le salarié ne peut pas imposer à son employeur d'être en télétravail. Ceci étant dit, aujourd'hui, l'employeur doit justifier le refus de mettre son salarié en télétravail. Oui, c'est une petite avancée, ça va dans le sens de donner une capacité d'initiative aux salariés. Ça ne va absolument pas assez loin, parce que rien n'est dit dans les textes sur les motifs de refus de l'employeur. Donc, si évidemment il suffit d'invoquer de manière très floue le fonctionnement de l'entreprise pour qu'un salarié ne puisse pas avoir droit à sa demande de télétravail, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Mais donc, vous voyez, premier exemple. Deuxième exemple, c'est la création d'espaces de discussion. Pour les salariés qui sont loin de la collectivité de travail, on a un vrai souci, et on l'a très bien vu avec les salariés qui étaient en télétravail pendant le confinement, de déconnexion des télétravailleurs vis-à-vis de la collectivité de travail. Or, appartenir à une collectivité, c'est très important à la fois pour défendre ses conditions de travail, mais aussi pour le moral. On voit bien combien c'est difficile pour un jeune qui est seul dans son appartement, d'être en télétravail et d'être déconnecté de ses collègues. Donc, je crois qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, d'institutionnaliser dans le Code du travail des espaces de discussion. C'est le deuxième point. Troisième point, très rapidement, vous êtes dans ce mouvement, si j'ai bien compris, beaucoup des députés, et je crois qu'il est très important pour le juriste de rappeler au législateur qu'il ne doit pas renoncer à son rôle de définir la règle de droit. Il y a une tendance très forte, elle n'est pas propre à la France, loin de là. On la retrouve en Italie, on la retrouve en Espagne. C'est une tendance du législateur en matière sociale à tout déléguer aux partenaires sociaux, en particulier dans l'entreprise. Et je crois que cette tendance est tout à fait redoutable, parce qu'on voit bien que lorsque le rapport de force est équilibré, ça peut fonctionner. Mais lorsqu'on est dans une situation de crise économique où il y a une menace forte sur l'emploi, le rapport de force, il n'est pas là. Et donc, tout laisser au dialogue social dans l'entreprise, ça ne marche pas. Et ça rejoint mon dernier point que vous avez abordé dans vos propositions, si j'ai bien noté, c'est la nécessité absolue de changer la gouvernance des entreprises. Si on considère que le nouveau modèle de régulation sociale, c'est dans l'entreprise, c'est par accord d'entreprise, alors il faut impérativement revoir la façon dont le pouvoir est distribué dans l'entreprise. On ne peut pas faire de l'accord d'entreprise
le modèle de régulation en matière sociale et à côté de cela, donner aussi peu de place aux salariés dans la gouvernance des entreprises. La loi Pacte est intervenue dessus, mais ce qui a été modifié est extrêmement limité. Donc, la participation des salariés dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est fondamental pour qu'on ait des négociations équilibrées. Si on prend deux exemples, et je terminerai là-dessus, très actuels, vous savez que ce qu'on appelle les accords de performance collective sont en train d'être négociés dans un certain nombre d'entreprises pour gérer les restructurations. En gros, c'est quoi un accord de performance collective? C'est dire dans l'entreprise aux négociateurs, vous négociez des baisses de salaire, vous négociez des aménagements du temps de travail, des mobilités, en échange de quoi l'entreprise va survivre, ne va pas licencier. Ça commence à se développer. Le problème, et c'est typique, c'est qu'il n'y a aucun garde-fou dans la loi. Les partenaires sociaux sont totalement libres de configurer l'accord comme ils veulent. Il n'y a même pas d'obligation de faire figurer dans l'accord un engagement de maintien de l'emploi de l'entreprise. Vous voyez, donc ça, c'est typique d'un dispositif qui ne peut pas fonctionner de manière équitable si vous n'avez pas rétabli le rapport de force dans l'entreprise par un partage du pouvoir dans l'entreprise. Si je prends pour terminer l'exemple Bridgestone, vous l'avez cité tout à l'heure. Bridgestone, c'est aussi typique, c'est un PSE massif qui est annoncé et qui doit intervenir, on va dire, pour relancer la négociation, c'est l'État. Alors, je ne dis pas que c'est mal, c'est même bien, mais c'est un symptôme, si vous voulez, qu'il faille à chaque fois s'en remettre à l'État, que dans nos entreprises, et à la fois dans les petites, mais surtout dans les grandes, le pouvoir n'est pas assez partagé entre les salariés et les représentants des actionnaires pour qu'il ne faille pas qu'un tiers systématiquement vienne rétablir le bien commun. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Pascal. Alors, vous avez évoqué plein de sujets intéressants, vous aussi, et notamment, alors, moi, je voulais juste rebondir parce que vous dites qu'il faut sortir du climat de l'économique sur le social, mais je pense que le problème, c'est que l'économique lui-même a un nouvel impératif qui a pris vraiment de la prédominance depuis une bonne vingtaine d'années, c'est le financier. C'est-à-dire qu'on raisonne maintenant vraiment en ratio financier. Et moi, ce que j'ai pu observer dans mes fonctions d'avant, parce que j'ai travaillé notamment dans la fiscalité et la finance, dans le contrôle, c'est que le fait d'avoir ouvert de plus en plus les fonds propres des entreprises, y compris des PME, des ETI, à des fonds d'investissement qui ont des logiques d'investissement de moyens court terme, parfois très court terme. Sur les fonds de LBO, on peut voir des cibles qui sont revendues et revendues tous les 3 ans. Du coup, avec évidemment des taux de rentabilité escomptés qui sont assez élevés. Et ça, je pense que c'est une dérive totale de l'économie. C'est-à-dire que là, c'est même plus de l'économie. On est sur du financier pur. Et donc, on est sur des cibles qu'on achète et c'est généralement qu'on endette elles-mêmes. Et on leur fait cracher de la rentabilité et du dividende pour rembourser la dette et revendre, etc. Et en fait, ce sont de pures opérations financières. Et là-dedans, les salariés n'ont plus du tout leur mot à dire et même ils n'ont plus leur importance, puisque le but de ces opérations financières, c'est pas du tout de développer des activités, c'est pas de développer des projets industriels, c'est pas de développer de la recherche, comme on pouvait le voir dans l'industrie classique. Moi, j'allais dans beaucoup d'entreprises industrielles qui développaient des savoir-faire. En fait, on perd tout ça. Et donc, à la fin, ces logiques de fonds d'investissement nous font perdre le sens même du travail, le sens même de l'entreprise, et même appauvrissent les compétences françaises, puisqu'elles peuvent, si elles décident finalement d'éliminer une entité pour en préserver une autre, pour des sujets de concurrence, etc., on en arrive même à sabrer l'outil de production et les compétences, et donc les compétences, les savoir-faire des salariés en France, en Europe.
Donc, oui, primat de l'économie, mais d'une économie très financiarisée. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Je rebondis juste une seconde pour être en total accord avec ce que vous dites. Justement, le droit du travail qu'il faut sauvegarder est là pour éviter les logiques financières. Si on prend l'exemple du licenciement économique que Sabine Bernard évoquait tout à l'heure, justement, la loi interdit les licenciements fondés sur les logiques purement financières, puisque les motifs économiques, notamment les difficultés économiques, ne sont pas sur des logiques financières. Et le problème avec les évolutions qu'on connaît, c'est que avec des coûts qui ne sont pas assez importants sur les licenciements, ben, ces logiques financières peuvent se faire, même si finalement c'est contraire au droit. C'est pour ça que l'effectivité du droit du travail, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Ouais. Et du coup, c'est sûr qu'on a beaucoup réglementé les sujets de surendettement, et notamment pour qu'on arrête d'avoir ces fonds LBO là, qui se comportent comme des fonds vautours. Mais à un moment donné, je suis d'accord que c'est bien la gouvernance aussi qui doit intervenir. C'est qu'on aura beau réguler d'un point de vue financier les dispositifs de surcapitalisation, sous-capitalisation, etc. Si on ne met pas au sein d'entreprises une manière de fonctionner beaucoup plus démocratique avec les salariés qui puissent prendre en main leur propre sort, on n'avancera pas. Là, je vous avoue que c'est enfin, quand on évoque ça, moi j'en discutais encore il y a peu de temps avec des représentants du MEDEF, évidemment, ils sont complètement opposés à tout ça. Et je pense que pourtant, on a une partie de la solution de ce côté-là. Après, juste avant de donner la parole à Int El Idrissi, sur le salariat, quand vous dites préserver le salariat, alors moi je suis complètement d'accord avec ça. Or, beaucoup de mes collègues, alors, mais y compris de droite et de gauche, hein, ne jurent aujourd'hui que par l'intéressement et la participation. Et donc, c'est des mécanismes de rémunération accessoires qui sont très aléatoires, absolument pas garantis. Et même dans les modalités de calcul, on peut trouver beaucoup de choses à redire. Et donc, on essaie de faire de la modernité sociale en disant, mais regardez, on va intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise, ça va les motiver et tout le monde est gagnant, gagnant, gagnant. Sauf qu'en fait, derrière ces mécanismes-là, on a des rémunérations qui fluctuent, qui ne sont pas assurées. Ça veut dire que derrière, ça, pour moi, l'intéressement à la participation, c'est des choses de haut salaire. C'est-à-dire ça peut intéresser les cadres, mais quand on est au bas de l'échelle salariale, ça ne nous aide pas à trouver un prêt bancaire pour acheter un bien immobilier, par exemple. Parce que le banquier, lui, il s'en fiche de l'intéressement de la participation. Donc, ça n'améliore pas au quotidien le sort de ces salariés-là. Et je pense que là, dans la crise qu'on a, à mon avis, l'année prochaine, les accords de participation et d'intéressement, ils ne vont pas être très fructueux. Donc, c'est encore une fois, là, pour le coup, de la poudre aux yeux qu'on donne aux salariés. Et en plus, ça creuse ces niches sociales. Donc, ça dégrade les comptes sociaux parce qu'on n'a pas les mêmes cotisations du tout que sur les salaires. Et je pense qu'à force de créer des niches de salaires sans cotisation, on est encore en train d'accentuer notre problème de financement de la protection sociale. Alors, Inde El Idrissi, je ne vous vois plus. Je ne sais pas si vous êtes là. Voilà. Bonjour. Alors, donc, vous allez justement nous parler, ça a été un peu abordé au cours de la discussion, de ces nouvelles formes de travail qui se sont vraiment multipliées depuis une bonne quinzaine d'années, avec notamment cette vague de travail indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est plus salarié, on est auto-entrepreneur, on se débrouille, etc. Est-ce que ça génère, en fait, en termes déjà de protection de ces personnes-là, en matière de droit du travail, mais aussi en termes salarial? Est-ce que vous pourriez déjà nous dresser un petit panorama et voir ce que vous proposez pour améliorer le sort de tous ces travailleurs? Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et merci pour les appréciations que je viens d'entendre, effectivement, qui sont vraiment passionnantes à écouter avec tous ces différents points de vue sur le salariat. C'est vrai que nous, quand on s'occupe du travail indépendant, en France, le travail indépendant, c'est 10% de la population active. Et quand on représente 10%, on est en fait une minorité. Et donc, cette minorité des travailleurs indépendants, elle n'a pas toujours été en minorité. Parce qu'en fait, une des façons dont on a d'aborder le sujet du travail indépendant, c'est en général de considérer que c'est quelque chose qui est en expansion et
normal quelque part par rapport au salariat, alors que historiquement, c'est plutôt l'inverse. Le travail indépendant a existé bien avant le salariat. Même pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, 99% de l'histoire de l'humanité, tout le monde était travailleur indépendant jusqu'à ce que y ait différents types de mécanismes qui ont pu être le servage ou plein de choses, et voilà, l'industrialisation, le salariat, etc., qui sont arrivés après. Et par exemple, je pense qu'il y a moins d'un siècle, plus de la moitié de la population active est indépendante et non pas salariée. Et donc, la nature du travail indépendant, elle a du coup énormément changé ces dernières dizaines d'années en France. Et on est aujourd'hui dans une situation qui est un peu particulière, une situation de mutation que vous avez décrit à travers vos différentes interventions. Maintenant, moi, si je focus sur le travail indépendant, on est un syndicat qui est très jeune, hein, puisqu'on a été créé en février 2020. Donc voilà, 3 semaines avant le confinement. Et en fait, on fait ça parce que on se rend compte qu'il y a une évolution du travail indépendant qui est en train de prendre une allure un petit peu différente de ce qu'elle était. Si je prends aujourd'hui un des sujets, moi je vais aborder principalement deux sujets, la protection sociale et les travailleurs des plateformes. Si je prends la question de la protection sociale, la protection sociale française, nous aujourd'hui, sa date de naissance c'est 1945. Le Conseil national de la résistance, donc la mise en place de la sécurité sociale. Sécurité sociale qui, à la base, évidemment, devait concerner tout le monde, mais les travailleurs indépendants de l'époque ont jugé que ça ne les intéressait pas trop de participer à ce système-là, parce que cotiser pour donner de l'argent aux autres, etc., c'est-à-dire perdre du revenu immédiat, être en solidarité avec les gens qu'on ne connaît pas, notamment avec les salariés, culturellement, ça n'avait pas beaucoup de sens, politiquement, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et pour plein de raisons, les indépendants, qui à l'époque principalement des agriculteurs, des artisans et des commerçants, souhaitaient bénéficier de leur propre régime de sécurité sociale, qui a donné lieu au RSI, qui a donné lieu au SSI. Et c'est ce qui fait qu'en France, les travailleurs indépendants ont des retraites qui sont plus faibles, n'ont pas d'assurance chômage, des garanties en cas de maladie qui sont beaucoup plus basses que celles des salariés. Et donc ça, c'est en 1945. Et en 1945, au moment où ces décisions-là sont prises, on peut avoir bien sûr un jugement moral. On peut avoir un jugement moral qui dit que ces travailleurs indépendants, ce sont des gens finalement qui sont égoïstes, qui n'ont pas voulu participer au jeu global. Et donc, ma foi, c'est bien fait pour eux. Et puis, de toute façon, ils ne sont pas gentils. On peut aussi avoir une analyse qui est aussi plus prosaïque, qui est que ces travailleurs indépendants, de manière générale, ils bénéficiaient d'avantages sociaux sous une autre forme. C'est-à-dire que le travail indépendant a toujours eu pour objectif de constituer un patrimoine qui peut être une entreprise, mais qui peut aussi être simplement le fait de posséder son outil de travail, le fait de posséder, je parlais tout à l'heure des agriculteurs, un agriculteur considérait il y a quelques dizaines d'années que la retraite, c'était pas un problème parce que de toute façon, on habite dans la ferme, on cultive la ferme, on transmet la ferme à ses enfants. Donc la retraite, ça n'a pas de sens parce que on continuera toujours de se nourrir dans la ferme et il n'y a pas besoin de ça. Pareil pour les artisans et les commerçants. Donc, ces gens-là disaient, s'il y a une crise économique, on mangera ce qu'il y a dans la ferme. Si jamais on est à la retraite, on continuera de manger ce qu'il y a dans la ferme. Et donc, tout sera bien. Et on pouvait vivre dans une relative autonomie. Et donc, il y avait une logique. Alors, j'essaye, moi, de ne pas être dans le jugement moral. Il y a une logique à raisonner de cette façon. Cette logique, elle a simplement, à notre époque, fait en éclat. Elle n'existe pas. Plus aucun agent économique aujourd'hui n'est autonome, y compris un travailleur indépendant. Toute la société aujourd'hui est interconnectée et donc les indépendants sont autant connectés au reste de la société que les salariés. Donc leurs besoins en termes de protection sociale qui n'existent en 1945 d'une certaine façon dans une France rurale, ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui un travailleur indépendant travaille majoritairement dans les services.
majoritairement en milieu urbain, en milieu rural. Et son activité, elle est interdépendante de toutes les autres activités économiques qui sont autour. Aujourd'hui, donc nous, on a créé ce syndicat indépendant.co. Dans l'objectif, on a créé en février 2020, notre objectif n'était pas de mener un programme particulier, c'était de créer un débat chez les indépendants pour remettre en cause l'impact social qu'ils ont aujourd'hui et qui est bien adapté pour eux dans l'après-guerre, mais qui n'est plus adapté à notre époque d'aujourd'hui. Ça, c'était la théorie. Et puis, est arrivé le confinement, et là, nous sommes rentrés dans la pratique. En fait, dans la pratique, ce qui s'est passé, c'est que si vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron, le jour où il annonce le confinement, il annonce immédiatement, enfin même dans son discours, il annonce que personne ne sera laissé de côté, que cette crise va nous chambouler tous, mais que tout le monde va être aidé pour traverser ce moment-là. Donc, on annonce très rapidement des aides pour les entreprises, on annonce très rapidement le chômage partiel pour les salariés, mise en place dans tous les secteurs d'activité. Dès ce moment-là, se pose la question des indépendants. Et le président de la République, dans son discours, cite le mot indépendant. Il dit on ne laissera de côté aucun indépendant. En fait, ce que nous, on a vu, et du coup, pendant toute la crise et aujourd'hui, c'est que, pour vous donner un exemple très concret, le gouvernement a annoncé la prolongation des mesures de chômage partiel à l'été 2021. En revanche, il a coupé les aides en plein été, pendant le mois de juillet, pour tous les travailleurs indépendants. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des travailleurs indépendants qui travaillent dans les métiers des services. Quand l'économie s'arrête, ça s'arrête pour eux aussi. Ils ont besoin finalement d'une assurance du chômage, comme celle du chômage partiel. Et simplement, le mécanisme n'existe pas. Du coup, ils sont systématiquement oubliés des différentes politiques. Et donc là où nous, on a eu un rôle finalement, c'est qu'on a pris la parole pour dire ça, pour dire, eh bien, nous avons aujourd'hui en France 2 millions d'indépendants sur 3 millions qui sont totalement exclus des aides de l'État, exclus de l'assurance chômage, qui ont une chute des revenus qui est très importante, tout simplement parce que une baisse de PIB de 10%, cette baisse du PIB, elle s'applique aux salariés, et tout à l'heure on disait que les effectifs de Pôle emploi sont en augmentation. Les indépendants, eux, n'ont pas accès à Pôle emploi. Donc, ils ne peuvent pas de toute façon y aller. Et donc, c'est la démonstration très précise que le filet de sécurité des indépendants, aujourd'hui, est insuffisant, il est à revoir, parce qu'aujourd'hui, les indépendants, en termes de protection sociale, ils ont des besoins qui sont similaires aux salariés. Ensuite, on a beaucoup évoqué la question de la subordination. Alors, les indépendants que je connais sont des gens qui valorisent l'indépendance. Et en fait, en France, on fait une équation qui est salariat égale subordination égale protection sociale. Et ça, c'est une erreur parce que le fait est que le salariat apporte la subordination, apporte la protection sociale, et rien n'empêche qu'un indépendant ait également accès à la protection sociale. La protection sociale n'a rien à voir avec la subordination. Elle peut y être associée, mais elle ne peut pas y être associée. Et donc, le fait qu'un travailleur indépendant bénéficie d'une protection sociale, ça ne pose pas de problème qu'il n'y ait pas de subordination. Comme, pour donner un exemple très pragmatique, un salarié, par exemple, va avoir une mutuelle d'entreprise, alors qu'un indépendant va avoir sa propre mutuelle qu'il va payer lui-même. La mutuelle en elle-même, c'est la même chose, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, il y a bien un besoin qui est le même, simplement, il est juste rempli d'une façon qui est un peu différente. Donc ça, c'est sur la protection sociale. Et le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est ce nouveau phénomène qui est le travail sur les plateformes. Aujourd'hui, on a une nouvelle forme de travail, donc on ne sait pas très bien si c'est du travail indépendant ou du travail salarié, qui est le phénomène des plateformes. Et ça, c'est un sujet sur lequel beaucoup d'observateurs sur lequel beaucoup d'observateurs ont fait des constats, qui l'ont étudié. Et donc, moi, j'ai
co-dirigé un rapport, qui est celui du Conseil national du numérique, qui s'appelle « Le travail à l'ère des plateformes ». Donc, on a un phénomène aujourd'hui qui est hybride et qui est en train de se développer, qui est qu'on va avoir des personnes qui sont sous un statut d'indépendant, mais qui vont avoir des éléments de subordination en travaillant avec une plateforme, tout en n'ayant pas la protection sociale des salariés, ni en ayant les protections dont on a parlé tout à l'heure concernant le salarié. Donc ce sujet-là, c'est un sujet qui est majeur parce que c'est un sujet qui va aller grignoter dans les travail salarié, qui va aller grignoter dans le travail indépendant. Et donc, la réponse à ce sujet-là, ça a été abordé aussi dans d'autres sujets, c'est quel type d'équilibre existe entre les travailleurs et des plateformes, parce que la plateforme n'est pas une entreprise comme une autre, et donc il faut trouver du dialogue social et d'autres façons d'équilibrer le rapport de force entre la plateforme et les travailleurs. Et il faut également régler la question de la protection sociale qui est liée à quelqu'un qui travaille. Cette question de protection sociale, comme j'ai dit tout à l'heure, elle concerne tous les indépendants, elle n'est pas spécifique ni à un salarié, ni à quelqu'un qui travaille sur une plateforme ou pas. Moi, je suis convaincue qu'on est en train de vivre une révolution numérique et que le travail sur les plateformes, c'est quelque chose qui va se généraliser, qui va augmenter en proportion de façon très importante et qui va grignoter beaucoup d'aspects. Donc, c'est très important, même si aujourd'hui, ces fameux travailleurs de plateforme, ça doit être entre 1 et 2% de la population active, donc c'est vraiment très très bas. Néanmoins, cette population-là, elle va donner lieu à des législations spécifiques. Et donc, moi, j'ai un avis très simple sur la question. Je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on crée un tiers statut de travailleur des plateformes, qui en réalité sera un tiers statut du travailleur pauvre. Il y aura tous les inconvénients du salariat et tous les inconvénients du travailleur indépendant, et qui va enfermer une population dans un statut qui est un sous-salariat. Donc, du coup, pas de bonne qualité. Et donc, ce que mon syndicat notamment défend, c'est l'idée que le travail indépendant, il faut que ça soit du vrai travail indépendant. Le travail salarié, bien sûr, c'est autre chose. Il faut que ça continue à exister en tant que tel. Pour que ensuite, en fait, ce sujet-là, le programme, on va dire, de indépendant.co, alors aujourd'hui, on est beaucoup mobilisé auprès du gouvernement, auprès des pouvoirs publics de façon générale sur la gestion de la crise actuelle, la crise économique, mais on est aussi, ce que nous, on veut faire, c'est redéfinir un pacte social pour les indépendants. Pour ce faire, eh ben, il faut que ce soit les indépendants qui fassent l'état des lieux de en gros, les états généraux de la situation actuelle du travailleur indépendant, qui n'est pas celle de 1945, qui n'est pas celle de la première, que les travailleurs indépendants débattent de tout ça pour aboutir à un New Deal des indépendants. Et donc, ces indépendants aujourd'hui qui forment 10% de la population active, d'après les constatations qu'on peut faire aujourd'hui, ce nombre a vocation à augmenter. Et donc, il faut qu'il augmente dans des bonnes conditions et que ce ne soit pas, encore une fois, ce ne soit pas seulement des entreprises qui sont aujourd'hui, notamment les plateformes, qui aient la main pour décider de ce qui se passe pour les indépendants de manière générale. Voilà un petit peu l'état de nos réflexions et des travaux qu'on est en train de mener. Merci beaucoup pour déjà pour cette historique et puis cette mise en perspective du travail indépendant. Alors, c'est vrai qu'au cœur du débat sur les indépendants, il y a ce sujet du niveau de protection sociale et du niveau de cotisation. Et le problème aussi, et c'est que la réalité, c'est que notamment dans les nouvelles formes de travail indépendant que sont les auto-entrepreneurs, on se rend compte que beaucoup d'auto-entrepreneurs ne dégagent pas le chiffre d'affaires qui leur permet réellement de cotiser pour avoir une vraie protection. Et donc, le niveau de cotisation a été au cœur des débats depuis le début de l'auto-entrepreneur. Plus que le sujet purement fiscal, c'était vraiment le sujet du niveau de cotisation, du niveau de protection. Qu'est-ce que
je cotise à quelle hauteur pour ma santé et pour ma retraite. Et à un moment donné, notamment en 2012-2013, on s'est rendu compte que trop d'auto-entrepreneurs n'auraient accès finalement à rien, et notamment au moment de la retraite, et qu'il fallait absolument qu'on mette en place un niveau de cotisation minimale. Le problème, c'est que là encore, on vise une population qui est très hétérogène, mais on a beaucoup de personnes qui dégagent vraiment des tout petits chiffres d'affaires qui leur permet à peine de vivre. Si je peux me permettre là-dessus, parce qu'on a parlé tout à l'heure notamment des travailleurs au SMIC, ce qui est des choses qui est intéressante, c'est que le SMIC a énormément bénéficié des allègements de charges ces dernières années, dans ces 20 dernières années. Donc aujourd'hui, c'est plus une question le problème est plutôt un problème de redistribution. Puisqu'en fait, les systèmes de protection sociaux sont à la fois, on met de l'argent, et l'argent, une fois qu'il est mis dans la caisse commune, au final, il est redistribué un peu à tout le monde. Donc, je ne récupère pas forcément ce que j'ai mis, parce que c'est des assurances publiques et pas des assurances privées. Et en fait, aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, et c'est intéressant parce qu'il y a eu un rapport récent du haut, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'organisme qui s'occupe de la protection sociale des indépendants, et qui note que les indépendants, en globalité, quand ils cotisent 1 euro, en fait, ils récupèrent moins que les salariés. Et justement, pour l'illustrer, c'est très intéressant si on compare à quelqu'un qui est au SMIC et quelqu'un qui est un auto-entrepreneur qui a très peu de revenus. Un auto-entrepreneur à peu de revenus va payer plus de cotisations sociales que quelqu'un qui est au SMIC. Parce que le SMIC bénéficie justement des allègements de charges. Donc, en fait, c'est plus un sujet au final de redistribution. Aujourd'hui, on considère que finalement, le cadre sup va payer beaucoup de cotisations et ça va venir compenser celui qui est au SMIC et qui n'en paye pas beaucoup. Donc, il y a aussi une question de redistribution globale, mais qui à l'échelle de la société, en fait. De dire qui paye plus, qui paye moins, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de redistribution derrière ? Merci pour ces précisions. Alors, peut-être maintenant, on va pouvoir prendre quelques questions des personnes qui nous suivent. Donc, je vais donner la parole à Capucine Durieux qui va nous faire passer ces questions. Effectivement, on a quelques questions de la salle, notamment une question de Paul qui dit qu'on a beaucoup parlé de droit du travail, mais il demande si ce n'est pas finalement une utopie parce qu'avec la crise du Covid, la crise économique, voilà, est-ce que c'est finalement possible d'avoir un emploi pour tous aujourd'hui ? Alors ça, c'est une question… Il s'adresse à tous les participants, il n'a pas précisé. Ouais. Alors, qui veut répondre ? Est-ce que quelqu'un a son avis sur la question ? Est-ce que bientôt on aura une société sans travailleurs, des usines sans travailleurs ? Noam, tu veux prendre la parole ? Il y a toujours le parallèle classique qui fait est-ce que c'est un droit du travail, un droit au travail qu'il faudrait défendre aujourd'hui ? C'est évident que le travail, c'est un facteur d'insertion sociale et le fait d'en être privé, ça peut être au contraire une façon d'être hors de la société. Donc, je ne sais pas si certains peut-être ne préféraient ne pas avoir de travail, mais ce qu'on constate quand même, c'est que parmi les allocataires de minima sociaux, la plupart quand même souhaiteraient pouvoir retrouver un emploi. Et d'ailleurs, on constate que lorsque la situation du marché du travail s'améliore, il y a une baisse parallèle du nombre d'allocataires du RSA et inversement, quand il se détériore, ça augmente. Donc, il n'y a pas d'envie de paresse ou de droit à la paresse, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon sentiment. C'est plutôt qu'il y a une envie de droit au travail, mais un travail décent, correctement rémunéré et pas qui met dans une situation de précarité. Et donc, c'est de ça, je pense, dont il est question aujourd'hui. C'est quoi l'avenir pour le travail de demain ? Est-ce qu'il faut continuer à travailler ? Moi, je pense que oui, effectivement. Et en revanche, dans quelles conditions ? C'est là où tout l'enjeu est discuté aujourd'hui. Alors, tout à fait, surtout que la question, elle est quand même pertinente parce que c'est vrai qu'on a une course au gain de productivité qui est permanente. Et donc, à un moment donné, si on peut toujours produire plus avec de moins en moins de travailleurs, on peut se poser vraiment la question des équilibres de tout ça. Tout à l'heure, on a parlé aussi des emplois aidés. Ça va un peu dans le sens de ce que tu viens de dire, Noam. C'est-à-dire que les emplois aidés, ils s'adressaient, il y
il en existe encore, hein. Il s'adresse à des gens qui sont très, très éloignés du travail, qui souvent n'ont pas de formation professionnelle. Tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a encore beaucoup de personnes qui ont une formation en dessous du bac aussi. Et donc, ça s'adresse à des personnes qui, pour X raisons, sont vraiment très éloignées du travail, qui ont eu des accidents de parcours, de vie, ou qui n'ont pas du tout eu accès à des formations. Et c'est vrai que le fait d'avoir la possibilité de pas uniquement avoir un minima social comme le RSA, mais de pouvoir travailler, d'avoir un lien social. Ça peut être dans un établissement public, une mairie. Enfin, en tous les cas, moi, je le vois sur des territoires très ruraux où les personnes qui sont dans la précarité, qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, ou en plus des problèmes de mobilité, ça permet de créer de l'emploi aussi très local et de rattacher les gens à une vie sociale et peut-être après de les remettre dans des formations pour avoir des emplois un peu plus qualifiés. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette notion de société sans travail, enfin en tous les cas où tout le monde ne pourrait pas avoir accès au travail? Non, alors peut-être Capucine, si tu as d'autres questions. Alors, effectivement, on a plusieurs questions, donc on va peut-être pas pouvoir toutes les poser, mais en tout cas, on en a une assez pertinente d'Armin, qui nous demande si le problème de la crise du salariat n'est pas finalement l'effacement des structures syndicales, même si on a vu qu'avec INT, il y avait quand même des nouvelles structures qui se créaient. Peut-être, Sabine Bernard, vous pouvez nous donner votre vécu en la matière. Est-ce que les syndicats jouent leur rôle, sont toujours actifs? Où sont les syndicats? Les syndicats sont toujours actifs, mais alors, il y a plusieurs choses. On continue de voir dans les entreprises des vraies situations de discrimination syndicale. Donc, ce qui est quand même assez délirant de nos jours, parce qu'on croit que ça n'existe plus. Mais il y a une vraie situation de discrimination, ce qui crée une vraie problématique, on va dire, de vocation dans les entreprises sur le terrain. Parce que quand vous voyez que vos collègues n'évoluent pas dans leur carrière après qu'ils aient pris des mandats, ça ne vous donne pas obligatoirement envie d'aller vous investir. Donc, alors après, moi, je suis mal placée parce que je suis avocate, je fais que de la défense des salariés et des syndicats. Donc, moi, je vois des syndicats de terrain et je vois des syndicats dans les entreprises. Donc, je ne suis pas très bien placée pour parler des entreprises où on ne les voit pas. Donc, je ne sais pas si Pascal a une vision plus de recul que moi. Moi, je suis un peu déformée de par ce que je vois ou de ce que je ne vois pas. En tous les cas, moi, ce que je trouve quand même, c'est qu'on a un affaiblissement de la revendication syndicale, mais d'une manière globale, c'est-à-dire de revendiquer des droits, revendiquer des progressions, une moderne. Enfin, voilà. Non, alors c'est compliqué parce qu'en fait, depuis quelques années, et la vérité, c'est que je mettrai le point de départ sous Hollande, on a eu une telle attaque du droit du travail, on s'est pris une telle quantité de réformes qu'au final, la revendication du progrès, si je puis dire, était juste d'essayer d'obtenir le maintien de tout ce qu'on était en train de se voir balayer par toutes les réformes successives. Et moi, à un moment, j'ai dit, la définition du progrès, maintenant, c'est juste réussir à obtenir des tribunaux, ce qu'on avait avant qu'on nous rebalance une nouvelle réforme. Donc, c'est compliqué parce que quand vous avez plein d'attaques comme ça, vous êtes énormément en défense et c'est extrêmement compliqué d'être en plus offensif sur d'autres terrains. Mais c'est des stratégies qui visent aussi à ça. C'est pareil, d'ailleurs, quand vous êtes discriminé, c'est faire en sorte que vous vous occupiez plus de votre situation et de votre dossier pour que vous vous occupiez moins des vôtres. Donc, je trouve que c'est compliqué, quand il y a eu telle attaque sur le droit du travail, de venir dire aux syndicats on ne vous entend pas sur des formes plus progressives. Alors, je trouve que bon, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut beaucoup pleurer sur ce qu'on nous enlève. On a, je pense, aussi beaucoup d'outils qui sont effectivement sous-employés. Mais après, c'est Pascal Lecaque a parlé de la sécurité. Et là, effectivement, je pense que les syndicats peuvent faire encore plus de choses. Et je suis d'accord avec lui. Au moins, un des avantages du confinement et du Covid, c'est que ça permet de rappeler, y compris devant les tribunaux, tout ce qui peut être fait en matière de protection de santé.
Et donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites parce qu'on a déjà dans le Code du travail cette idée que c'est normalement le travail qu'on doit adapter à l'homme et pas l'inverse. Et là, on a un outil d'action absolument incroyable qui est encore pour moi sous-employé. On a vraiment un vrai terrain d'action syndical. Et il y a la lutte contre les discriminations, hein, vous mettez dans votre programme, où on a aussi un outil, enfin, je veux dire, il y a du boulot, quoi. Et je pense que c'est compliqué pour les syndicats de sortir des champs de bataille historiques qui étaient les PSE, les licenciements économiques, et de s'emparer des nouveaux terrains qui vont finir à plus être si nouveaux que ça, mais qui, par rapport à des historiques qui sont la santé, par exemple, et la lutte contre les discriminations. Ouais. On voit que ça évolue, mais je pense que là, ces dernières années, on a été ils ont été très, très attaqués, donc beaucoup en défense. Mais voilà, il y a effectivement des terrains sur lesquels il va falloir être plus offensif et pas se contenter de pleurer sur ce qu'on perd, si je puis dire. Non, mais je partage complètement ce que vient de dire Sabine. Le contexte n'est pas du tout favorable aux syndicats. En temps de crise et avec un contexte de dérégulation du droit du travail, ils n'ont pratiquement plus de grain à moudre. Et qu'est-ce qu'on va demander aux syndicats aujourd'hui ? C'est de négocier des baisses de salaire ou de sauvegarder l'emploi dans un contexte qui est difficile, parce que je parlais des accords de performance collective tout à l'heure. On va demander à un syndicat d'acter une baisse de salaire pour sauver l'emploi, sachant que le syndicat ne sait même pas lui-même si 3 mois plus tard, l'entreprise ne va pas déposer le bilan. Et que du coup, il va y avoir ensuite un plan social avec des indemnités qui seront calculées sur un salaire qui aura baissé. Oui, en fait, le contexte de négociation syndicale aujourd'hui est extrêmement compliqué, et malheureusement, on est dans un cercle vicieux parce que le marché du travail en crise est aussi défavorable aux syndicats. Quand vous avez des salariés en CDD qui sont là 1 mois, parce qu'on a une explosion, comme vous le savez, depuis des années, des CDD de moins d'1 mois, ce sont des salariés qui ne vont pas se syndiquer. Et ce sont des salariés que la représentation syndicale n'arrivera pas à intégrer. Donc, vous voyez, on est dans un cercle vicieux parce que la crise va en plus générer des travailleurs précaires qui sont des travailleurs qui ne peuvent pas se syndiquer et qui handicapent encore un peu plus la représentation syndicale. Donc, on est dans un système extrêmement compliqué, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a absolument besoin des syndicats et que le législateur a quasiment la responsabilité de protéger, de renforcer les syndicats. Parce que, comme on l'a dit, le mouvement très clair du droit du travail, c'est de plus en plus de poids à la négociation collective. Et qui négocie les accords collectifs, ce sont les syndicats. Donc, on ne peut pas laisser comme ça les syndicats en souffrance. C'est quasiment un impératif juridique que de préserver les syndicats. Donc, la situation est très compliquée, mais en tout cas, on ne peut pas abandonner le syndicalisme comme en disant le syndicalisme, c'est l'ancien temps. Non, c'est pas l'ancien temps. Alors après, je ne dis pas que les syndicats n'ont pas la responsabilité. Évidemment, les syndicats doivent aussi évoluer pour attirer plus les jeunes. Je vais vous donner une anecdote. J'ai fait intervenir des représentants syndicats avec mes étudiants, et c'était assez amusant de voir que les étudiants leur disaient va falloir faire plus de vidéos Facebook, mais il y avait une sorte de décalage entre la vidéo présentée par le syndicat et ce qu'attendaient les étudiants. Donc voilà, je crois qu'on a besoin des syndicats, mais que tout le monde n'est pas parfait, et qu'il faut aussi que les syndicats peut-être intègrent mieux les problématiques qui font que ça va attirer plus les jeunes. Oui. Alors moi, je peux témoigner en tous les cas d'un affaiblissement des syndicats, notamment lors de d'une des lois d'urgence qui sont passées en juin dernier. On a vu une proposition du gouvernement pour assouplir encore les conditions d'usage du CDD, de renouvellement du CDD, donc faire en sorte qu'on puisse renouveler à l'infini quasiment les CDD. Et donc, c'est une mesure qui a été mise en place jusqu'au 31 décembre. Donc déjà, à l'époque, nous, on avait signalé que si on faisait ça, ça n'incitait plus du tout les entreprises à conclure des CDI et que c'était excessif comme mesure. Les syndicats n'ont pas... Enfin, si vous voulez, moi, je pense qu'une mesure comme ça, il y a 10-15 ans, elle aurait pas pu passer sans qu'on ait les grands leaders syndicaux au JT,
en permanence et à dire que c'était inadmissible, etc. Aujourd'hui, c'est des mesures où nous, voilà, on essaie de s'opposer à ces mesures-là, mais ça tombe dans un silence et un néant total. Alors que ce soit d'un point de vue médiatique, c'est quasiment impossible d'intéresser d'ailleurs les médias à ces sujets de droit du travail aujourd'hui, sauf quand vraiment tout à coup on a Bridgestone, voilà, donc ils vont aller voir un peu ce qui se passe et après ils se préoccuperont certainement pas de ce qu'il adviendra des salariés. Mais ça tombe dans un néant et y compris d'un point de vue syndical, on est obligé nous-mêmes les politiques, de dire aux leaders syndicaux, mais c'est pas possible, vous pouvez pas rester inactifs là-dessus, il faut que vous fassiez entendre aussi, quoi. Donc on se rend compte qu'il y a une espèce d'état de sidération sur le droit du travail, ce que vous avez d'ailleurs décrit, hein, qui est très certainement dû à ces dérégulations successives. Et bon, en tous les cas, pour clore sur ce sujet du CDD, ce qu'on avait subodoré arrive, c'est-à-dire que ce sont des mesures d'urgence qui ont été prises là, au cœur de la crise sanitaire. Et puis, à la fin du mois d'août, quand Jean Castex, le Premier ministre, se rend à l'université d'été du MEDEF, il leur dit ne vous inquiétez pas, chefs d'entreprise, toutes ces mesures dérogatoires et temporaires, on va les pérenniser. Voilà. Donc, bien évidemment, on précarise encore plus. Et là, je regrette pour le coup que les leaders syndicaux ne puissent plus autant porter la voix qu'autrefois, notamment d'un point de vue médiatique. Capucine ? Oui, alors du coup, c'est vrai que les questions qui arrivent rebondissent un petit peu sur le sujet. Donc, je vais essayer d'en mixer une ou deux. Donc, on a Jacqueline qui nous demande si ce n'est pas plus à l'État qu'au syndicat de jouer le rôle de régulateur de l'égalité sociale. Et ensuite, on a plusieurs questions dans le sens qui demandent comment demander des contreparties donc, aux entreprises et quelles contreparties en échange des aides de l'État pour justement mieux protéger les salariés. Alors, moi, je pense, je vais donner la parole après, mais l'État, il est là pour fixer des règles équitables et qui traitent de manière égalitaire, en fait, les salariés. Donc, il fixe un cadre réglementaire. Après, le rôle des syndicats, il est là aussi pour faire progresser les choses. Déjà, il est là pour témoigner de ce qui se passe, pour porter justement, représenter les salariés dans tous les secteurs d'activité. Et ça, il faut bien qu'un intermédiaire, l'État, de lui-même, ne réagit pas forcément à tous les sujets comme ça, et notamment sur le sujet du droit du travail, comme c'est des choses qui sont disséminées dans les entreprises, sachant que peut-être qu'on sait plus ce qui se passe dans les grandes entreprises que dans les petites. C'est très difficile d'avoir le vécu de terrain des PME, etc. Et les syndicats, ils servent à ça, ils font l'intermédiaire. C'est à eux de porter les revendications. Donc, chacun a son rôle à jouer. L'État, avec les services, notamment du ministère du Travail, mais aussi avec tout un tas d'indicateurs économiques, peut se rendre compte de ce qui se passe dans le monde du travail. Mais bien évidemment, les syndicats, ils ont un rôle très déterminant. Moi, en tous les cas, je suis parfaitement favorable à renforcer, Pascal Loquia qui parlait de ça tout à l'heure, de renforcer les syndicats et renforcer alors peut-être en mettant en place une obligation d'être syndiqué. Est-ce que ça ferait émerger d'autres syndicats? Pourquoi pas? En tous les cas, avoir des représentants aux salariés, ça me paraît un échelon tout à fait nécessaire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à cette question que nous a posée Capucine? Capucine, tu peux nous rappeler juste la deuxième partie de la question, c'était sur les aides? Oui, c'était sur les contreparties à demander aux entreprises, parce que c'est vrai qu'avec le plan de relance, on a beaucoup de questions qui vont dans ce sens, donc j'ai essayé de résumer un petit peu, mais on nous dit que donc, les entreprises sont très aidées, et donc comment renforcer en fait les obligations des entreprises pour justement améliorer la protection sociale par rapport à ces aides. Je peux dire un mot sur la question. Moi, ce qui m'a marqué dans le plan de relance, c'est 10 milliards de baisse d'impôts tous les ans pour les entreprises, les impôts dits de production, c'est-à-dire des impôts locaux, hein, essentiellement, CVAE, qui étaient perçus par les collectivités. Donc 10 milliards tous les ans. Sur 2 ans, ça fait 20, sur 3 ans, ça fait 30, etc.
Et alors qu'avec 10 milliards, je pense qu'on est capable de créer beaucoup d'emplois. L'exemple du CICE, hein, qui avait été créé sous une baisse d'impôt dans le cadre du pacte de responsabilité sous la précédente majorité, avait coûté à peu près l'équivalent, si ce n'est plus, même, et avec des effets sur l'emploi qui étaient extrêmement réduits. Hein, c'est ce qu'a montré encore récemment un certain nombre de rapports d'économistes. Et donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on ferait avec 10 milliards? Est-ce qu'il vaut mieux baisser des impôts de façon générale sans aucune contrepartie pour les entreprises, ou bien est-ce que effectivement l'État décide d'être un État stratège, interventionniste, et sait exactement où est-ce qu'il faudrait recruter, qui, comment, quoi. Donc est-ce que c'est à l'État de créer de l'emploi là où il estime que c'est nécessaire, ou est-ce qu'on laisse le marché finalement s'auto-réguler? Et or on sait très bien que ça ne marchera pas. Il y a beaucoup d'effets d'aubaine dans ces 10 milliards et probablement très peu d'effets sur l'emploi. Donc, ça va être très difficile à piloter et je pense que ça fait partie un peu des choix aujourd'hui qu'il faut que chacun fasse. Est-ce qu'on fait confiance à l'économie ou est-ce que l'État devient un peu plus interventionniste? Je ne dis pas qu'il sait tout, hein. Il ne faut pas que au fin fond de la Lozère ou de la Creuse, il sache exactement quoi faire. Mais en tout cas, il y a peut-être davantage de contreparties à exiger de la part des entreprises à laquelle on accorde des aides importantes qui se comptent en milliards. Bah, moi, je souscris à ce que tu viens de dire. Hein. Là, c'est vrai que le problème, c'est que les voies qui ont été choisies dans ce plan de relance, en fait, c'est plus un plan de compétitivité qu'un plan d'urgence. Donc, en fait, on a quelques aides directes, hein, et notamment, on l'a vu dès le début, des aides directes à certaines grandes entreprises, hein, Air France, etc. Mais là, la mesure phare des 30 milliards d'argent frais qui viennent sur la table du plan de relance, dans ces 30 milliards, on a 20 milliards sur 2 ans de baisse d'impôts de production qui va arroser d'une manière très large un peu tous les secteurs d'activité, y compris les secteurs qui n'ont pas spécialement souffert de la crise. Parce que là, notamment l'impôt qui a été choisi, c'est la CVAE. La CVAE, elle n'est pas payée du tout par les TPE. Du coup, là, pour le coup, on ne touche pas du tout les indépendants, les commerçants. On ne touche pas toutes les professions indépendantes, les libéraux. Elle est très peu payée par les PME parce qu'en fait, jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires, il y a ce qu'on appelle une compensation barémique qui fait que c'est l'État qui paye en partie la CVAE. Donc, elle est payée par les entreprises au-dessus de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est sur le segment des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Et au sein des grandes entreprises, c'est le secteur de la finance qui paye le plus de CVAE parce que la structure du résultat des boîtes financières fait qu'elles dégagent une forte valeur ajoutée. Moralité, au final, le chèque cadeau fait par l'État, il va aller de manière plus accentuée vers la finance, vers les grandes entreprises et au sein des grandes entreprises, la finance. Donc déjà, on voit qu'on n'arrose pas le bon segment. Et le fait d'avoir choisi des baisses d'impôts un peu générales comme ça empêche de demander une contrepartie directe à une aide. Donc il va falloir qu'on travaille d'une autre manière pour trouver des contreparties, y compris peut-être dans mettre un certain nombre de conditionnalités à ces aides. Alors quand je dis on, c'est notamment mon groupe parlementaire, Écologie, Démocratie, Solidarité. Donc des contreparties en termes d'engagement de transition écologique, des contreparties en termes d'emploi, des contreparties en termes de non-usage de filiales dans les paradis fiscaux. Hélas, la majorité n'en a pas voulu à l'époque. Alors je vois que le discours il a un peu changé. On voit que les députés de la République En Marche commencent à évoquer des conditionnalités à l'argent public et au plan de relance, mais on va pouvoir le faire, mais que sur un certain nombre de choses. Parce qu'encore une fois, la voie qui a été choisie de ces 20 milliards, mais en fait qui sont 10 milliards, qui vont se répéter tous les ans, puisqu'on ne reviendra jamais sur une baisse de CVAE, c'est là pour le coup, c'est difficile de conditionnaliser une telle aide aussi générale. Alors, les ONG qui travaillent notamment sur la transition écologique, elles proposent qu'on ne fasse pas de baisse de CVAE pour certains secteurs d'activité, par exemple les secteurs polluants, etc. Mais après, c'est difficile parce que souvent, quand on fait ce genre de mesures, elles sont inconstitutionnelles parce que ça génère des ruptures d'égalité. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un commentaire sur ce sujet de la condition des aides publiques. Moi, je peux te donner un exemple. J'ai l'impression que mon téléphone faiblit. Là. J'ai rebranché. Bon. Ouais. Je peux donner un exemple là, sur le décret du 28 juillet 2020 sur l'activité partielle en cas de réduction durable d'activité.
sur la signature des accords qui peuvent être jusqu'à 3 ans sur le chômage partiel longue durée. Et dedans, par exemple, sur les contreparties, on voit, il y a marqué « L'accord peut notamment prévoir les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration, etc., peuvent fournir des efforts proportionnés. » Et donc, on voit, par exemple, mais ça on le voit dans plein d'autres textes, hein, c'est l'accord peut notamment prévoir. Il n'y a aucune obligation d'avoir des efforts qui sont aussi prévus au niveau des dirigeants et des actionnaires de l'entreprise. Alors qu'on peut partir sur des aides sur 3 ans, quoi. Donc, et nous, on voit moi, je vois j'en suis là en une semaine, j'ai vu 2 accords passer et il y a même aucun engagement en matière de garantie d'emploi vraiment concret dans les accords. On trouve vraiment, je veux dire, on ne voit que des efforts du point de vue des salariés, mais on ne voit rien de l'autre côté. Voilà, c'est tout récent, hein, 28 juillet 2020. Merci pour ce retour d'expérience. Bon, là, je pense qu'on va s'acheminer vers la fin de cette table ronde. Vraiment, merci à tous de votre présence et surtout de la qualité de vos interventions. Je pense que là, on avait réussi à réunir un panel avec vraiment des belles expériences à partager et une expertise surtout à partager. Donc, Inde Eldrissi a dû nous quitter, mais bien évidemment, nous la remercions aussi d'avoir apporté une autre voix qui est celle des indépendants et notamment de tous ces petits indépendants dont on parle peut-être trop peu dans ces sujets de protection des travailleurs. Merci à chacun d'entre vous. Donc là, c'était la première agora de nous demain, mais ça dure encore aujourd'hui et demain. On a plusieurs débats que nous allons pouvoir partager. Et écoutez, je vous remercie et je vous dis au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.